Merci beaucoup, Elianta. Merci à Thiori pour son accueil, à Sarah pour nous avoir mis en lien. Et je suis vraiment très émue d'être ici et pour parler de ce roman Une reine sans royaume. Alors, je rappelle simplement que c'est vraiment un travail de romancière, nourri d'archives et bien sûr de documents historiques, mais qu'il s'agit avant tout d'une fiction. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt le déclic en fait qui m'a amené à écrire ce livre et comment j'ai mené mon enquête en fait pour d'abord avoir de la matière en fait pour écrire et ce que j'en ai fait après en tant que romancière. Donc j'insiste vraiment sur ce point. Voilà, donc je vais vous présenter, vous verrez plusieurs documents et plusieurs extraits aussi. Et je tiens aussi simplement aussi à préciser que c'est un prisme très, très précis puisqu'il s'agit surtout du séjour de Rana Valona III à Tunis. Et je voulais juste rappeler aussi que donc, je suis franco-tunisienne, née d'une mère française et d'un père tunisien. J'ai grandi à Tunis jusqu'à l'âge de 18 ans et je suis professeure de lettres. Et je suis venue en fait enseigner à Madagascar ici il y a quelques années, donc entre 2017 et 2021. Et donc quand j'ai découvert que Rana Valona III avait fait un court séjour à Tunis, je vais vous l'expliquer après, c'est ce qui a été le déclencheur en fait de l'envie de justement d'écrire ce roman et de faire ces recherches. Je vous remercie toutes et tous. Voilà. Donc d'abord, c'est une présentation un peu à mi-chemin entre le récit et vous verrez et le côté un peu plus académique, parce que j'ai préparé quelque chose. Alors, tout d'abord, dans donc, ce deuxième roman, puisque j'en ai écrit un premier ici justement, Une reine sans royaume, Rana Valona III, qui est la dernière reine de Madagascar exilée à Alger, raconte en fait dans un journal fictif tenu à l'orée de sa mort en mai 1917, son séjour à Tunis 10 ans plus tôt, en 1907. C'est tout un pan de sa vie qui se déroule dans ces quelques pages. Elle y déploie les souvenirs de sa vie dans son royaume d'antan, son exil forcé en 1897 par le général Gallieni, son voyage jusqu'à La Réunion, puis Alger 2 ans plus tard parce qu'elle était trop proche de Madagascar, et puis ses voyages en France où elle apparaissait comme une sorte de célébrité. Et surtout, dans ce roman, en fait, l'histoire se cristallise autour de son séjour à Tunis, en 1907. Alors certes, en effet, elle y retrouve Marius Cazeneuve, et on verra en fait aussi pourquoi après. Elle l'avait rencontré autrefois à la cour de Madagascar. Et dans ce roman, vous verrez qu'il est en tournée mondiale en tant que magicien. Il a fait des tournées mondiales, dont Tunis. Elle y fait également la rencontre, et j'insisterai aussi beaucoup sur ce point, parce que ce n'est pas seulement en fait une présentation que de l'exil et de l'histoire de la Troie, mais c'est aussi ces rencontres de femmes en Orient. Rencontrer 3 femmes hors du commun. La souveraine Lalla Bayakmar, qui est une ancienne odalisque circassienne, était la femme du bey de Tunis. Le bey, c'est le roi en fait de l'époque. La princesse Nazik est une féministe égyptienne installée à Tunis et fondatrice des premiers salons littéraires féminins. Et enfin Myriam Mari, qui est une grande journaliste et écrivaine, qui a été première lauréate du prix féminin parce que refusée par le Goncourt. Donc j'ai intitulé de fait cette présentation le roman de Rana Valona III, écrire l'histoire avec un grand H, mais aussi un petit H, parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi les histoires singulières qui habitent les personnages. Donc, je partirai donc du coup de 3 points pour ce café histoire, qui est ancré plutôt dans les pouvoirs de l'imagination créatrice. Donc, dans un premier temps, quelles ont été les sources d'inspiration pour écrire sur Rana Valona III et comment s'est constituée donc cette longue enquête pour résoudre l'énigme du séjour de la reine à Tunis. Puis, dans un deuxième temps, nous verrons comment cette écriture devient le roman de la reine à Tunis en 1907, puisqu'elle y rencontre des femmes d'Orient qui transformeront donc profondément sa vie et comment ont été comblés les blancs de l'histoire, justement, par les pouvoirs de la fiction. Et enfin, comment l'épaisseur romanesque, à mi-chemin entre archives et fiction, permet de créer une voie
celle d'une reine qui retrouve un royaume intérieur. Donc, je vais partir de mon premier point. Alors, comme je disais tout à l'heure, le point de départ, c'est bien celui-ci, c'est que j'ai passé 4 années ici à Madagascar. Je vivais donc de 2017 à 2021 ici. Je suis franco-tunisienne, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai vécu 18 ans à Tunis. Puis, je suis partie m'installer en France. Et là, j'ai eu la chance, grâce à mon métier de professeur de lettres, de pouvoir voyager et de pouvoir enseigner, notamment à Madagascar. Et donc, c'est un pays pour moi qui compte beaucoup, puisque j'y ai écrit mon premier roman, Noces de Jasmin, qui est sorti en 2020 aux éditions Lattès. Donc, c'est là mon deuxième roman. Et donc, pendant ce séjour, j'ai très vite nourri, en effet, une fascination même pour les reines de Madagascar. Souvent, quand on visite le palais de la reine, on nous raconte souvent l'histoire de la première reine, Ranavalona Ier, qui avait repoussé les missionnaires chrétiens et les colons, conscients de ce que leur présence impliquait justement pour leur île. Mais aussi Ranavalona III, notamment en raison de son exil à Alger, et notamment parce que Alger n'est pas très très loin de Tunis, et donc forcément ça m'a interpellée aussi. Je me demandais ce qu'elle avait vraiment pu vivre en fait dans son palais à Alger esselé. Donc c'est un personnage qui me touchait déjà en fait quand je vivais ici. Et quand je suis retournée en Tunisie, après mon séjour de 4 ans à Madagascar, donc je suis retournée voir mes parents en vacances. Donc j'étais retournée enseigner en région parisienne et je suis allée passer quelques jours de vacances chez mes parents à Tunis. Et dans ce cadre, j'ai rencontré pour mon premier roman, dans le cadre de la promotion de Noces de Jasmin, un journaliste et écrivain qui s'appelle Hatem Bourial. Et donc, je le mets là, Hatem Bourial, il m'a justement confié, quand je lui ai dit que je revenais de Madagascar, que ça faisait 6 mois que j'étais installée en France et que j'y avais passé 4 ans, et que j'avais écrit mon premier roman sur le printemps arabe et sur la révolution de Jasmin, que je l'avais écrit à Madagascar. Et il m'a dit que le seul lien qu'il avait en fait avec Madagascar, c'était un petit article qu'il avait écrit et dans lequel en fait il relate en quelques lignes le passage de Ranavalona III à Tunis. Et donc il m'a dit qu'il y avait donc justement cette photographie d'une reine malgache. Enfin, la photographie était intitulée dans l'article Ranavalona, une reine malgache à l'hippodrome de Tunis. Et il m'a dit que c'était un de ses amis journalistes qui est algérien, qui lui a envoyé cette photographie. Et cette photographie, la représente dans les champs de course de Ksar Saïd. Donc c'est des champs de course où les gens allaient voir les chevaux. Et quand son ami algérien lui a envoyé cette carte postale qu'il avait trouvée dans les archives d'Alger, mais qui semblait représenter plutôt la reine à Tunis, il a décidé du coup d'écrire ce petit article que je vais vous montrer. Le voici. Alors qu'elle vivait en exil en Algérie, la dernière reine de Madagascar a parfois visité la Tunisie. Une page d'histoire peu connue. L'anecdote est savoureuse et les photographies le sont tout autant. Dénichés sur le site Cartes postales anciennes, ces clichés d'époque représentent la reine malgache Ranavalona III, alors de passage en Tunisie. Cette reine est la dernière à avoir régné à Madagascar. Après quelques années de résistance, elle sera vouée à l'exil et se rendra en Algérie. Née en 1861, Ranavalona décédera en mai 1917 à Alger. Ses cendres seront rapatriées une vingtaine d'années plus tard à Antananarivo, où elle repose désormais. Lors de son exil algérien, la reine malgache se rendait parfois à Tunis. Ses photographies la représentent en 1909 au champ de course d'Orsal Saïd. Une page d'histoire insolite qui met en scène une monarque malgache ayant régné plus de 13 ans et entrée dans l'histoire comme la 7e et dernière souveraine de Madagascar. Donc voilà l'article qu'il m'a envoyé, qui était donc publié dans Webdo, et qui datait de 2023. Et à partir de ce jour-là, cette anecdote, elle m'a pleinement habitée. C'était comme une quête en fait du voyage, du cheminement. Je revenais de Madagascar.
C'est à ce moment-là que j'ai décidé en fait d'en faire un roman. Je me suis dit que c'était justement, c'était pour moi le déclic et c'était un point de départ intéressant. Et donc ce que je voulais surtout, c'était raconter son séjour à Tunis. C'était surtout ça en fait mon dessin. En fait, je voulais vraiment raconter cette histoire-là. Et donc, dans un premier temps, donc j'ai fait quelques recherches sur Internet. Je n'ai pas trouvé grand-chose à part cet article. Donc, j'ai commencé, je me suis dit que j'allais essayer de voir si je trouvais des éléments sur son séjour à Tunis dans les livres. Donc, j'ai commencé à lire plusieurs ouvrages. J'ai essayé de lire tout ce qui touchait de près ou de loin à Rana Valona. On me procurait donc différentes biographies. Rana Valou 3, une reine en exil de Roland Barrot. Rana Valou, dernière reine de Madagascar de Marie-France Barrier. Rana Valona 3 de Jean-Claude Legros. Et enfin, la pièce de théâtre de Kama Siwor Kamanda, La reine Rana Valona 3, drame historique. Donc j'ai lu ces ouvrages-là. Ça m'a permis de connaître plus en profondeur son histoire, même si certains, notamment le drame historique, présentent aussi, dit clairement que c'est aussi une fiction. Hein, dans cette pièce de théâtre, il y a une partie fictive, mais on y retrouve sa vie à Tananarive, son intronisation, son mariage avec le Premier ministre Raiani-Larivoni, les guerres qu'elle a traversées, sa chute, son exil à La Réunion, à Alger, ses voyages en France, sa visite aussi du pavillon de Madagascar lors de l'exposition coloniale de 1907. Mais en lisant ces livres, je n'ai trouvé aucune trace de ce séjour, ni dans les livres, ni sur Internet. Et je n'avais qu'une seule date mentionnée par Hatem Bourial, qui était 1909, dans son article. Et donc, je lui ai demandé à ce moment-là s'il était sûr de ses sources et s'il était sûr que la prise photographique n'avait pas été faite à Alger et non à Tunis. J'ai eu vraiment un doute à un moment donné. Donc, il m'a répondu que c'était une information qui avait été donnée par son confrère algérois et à laquelle il s'était fié sans forcément aller vérifier exactement d'où venait cette carte postale. Donc, à un moment donné, donc je ne savais pas trop quoi en faire. J'étais quand même embarquée dans plusieurs lectures et décidée à écrire un roman, comme je disais tout à l'heure. Et donc, vraiment un roman. Donc, je m'étais dit que bon, eh bien, même si Rana Valona 3 n'était pas allée à Tunis, je pouvais peut-être en faire quand même un roman. Donc, c'était mon point de départ. Donc, comment je m'y suis prise ? Donc, comme j'avais aucune preuve réelle du séjour de son séjour à Tunis, j'ai décidé d'imaginer ce qu'elle aurait pu vivre à cette époque-là. Comme j'avais quand même une date, 1909, j'ai lu tout ce qui avait trait au contexte politique en Tunisie. Donc à cette époque, donc des beys de Tunis. Donc j'ai lu Tunisie de Carthage à nos jours, de Sophie Bessis, Bellika, du fondateur au réformateur de Hichem Qassem, Émir et des beys, épisode de l'histoire tunisienne de Mohamed El-Aziz Ben Achour. Et donc j'avais besoin en fait de comprendre, j'en ai lu plusieurs, j'avais surtout besoin de comprendre qui régnait à cette époque des années 1910 dans cette Tunisie qui était doublement dominée puisqu'elle était sous protectorat français, mais aussi sous le joug de l'Empire ottoman. Donc il fallait que je comprenne. Donc j'ai complété aussi mes lectures par des ouvrages sur les courants de pensée politique, notamment le courant réformiste de la Khaldounia, dont vous voyez un petit livre à bleu sur l'image. Donc la Khaldounia, qu'est-ce que c'est ? C'est la première association démocratique tunisienne, réformiste et démocratique, qui a publié des revues de pensée et qui a fondé dès 1996 les premières écoles modernes de Tunis. Et la Khaldounia, elle réunissait de nombreuses personnalités nationalistes et réformistes. Et cette association porte le nom du grand penseur arabe Ibn Khaldoun. C'est un philosophe donc du XIVe siècle qui expose sa vision, il expose sa vision de la façon dont naissent et meurent les empires, et notamment dans un ouvrage très célèbre dans le monde arabe qui s'appelle El-Muqaddima. Et j'ai lu aussi La Voix et la Voix, vous voyez sur l'image, qui expose sa vision aussi justement de la politique et de la société. Et cette dimension, elle me paraissait importante pour planter en fait l'atmosphère historique de l'époque, dans la mesure où la Tunisie
commencé à connaître donc, les prémices du nationalisme. On est dans les années 1900-1910, hein, elle est colonisée par la France. Donc, j'ai cherché à ce moment-là qui était le bey en 1909, puisque c'était donc la seule date dont je disposais. Donc, je me suis dit, bon, bah, continuons, faisons comme si voilà, Rana III était allé à Tunis. J'en fais un roman de toute façon. Et c'est ainsi que j'ai découvert que le bey, c'était Nasr Bey. Donc Nasr Bey, c'est le père de Monsef Bey et qui a œuvré juste avant en fait Habib Bourguiba, qui à l'avènement progressif de la Tunisie vers la libération de l'oppression coloniale et jusqu'à l'indépendance en 1956. Pour moi, c'était très important, c'est-à-dire que c'était un roman sur Rana Valona III, mais c'était aussi intéressant pour moi de me replonger dans cette époque. J'avais besoin de lire un maximum d'ouvrages pour pouvoir réfléchir à ce que je pouvais en faire. Et donc, en lisant sur cette période, je suis tombée forcément, je me suis intéressée au nationalisme, je suis tombée sur cet article de Habib Bourguiba. C'est plutôt un ouvrage qui rassemble tous ces discours et qui s'appelle « Les sources du nationalisme » et qui a été en fait publié quand il a été justement président de la République. Et en lisant donc les sources du nationalisme, j'ai découvert un événement qui est assez terrible, qui a eu lieu à Tunis en 1906. Ce sont les émeutes de Tala et Catherine. Ce sont des régions désolées, et d'ailleurs c'est de là que la révolution de Jasmin en 2011 a commencé. Hein. C'est vraiment une région de mise à l'écart en Tunisie. Et donc déjà à l'époque, il y a eu le Tala et Catherine. Ces deux villes ont connu en fait une grande période de misère. Il y avait justement donc, les paysans de cette région avaient été notamment confrontés au potentat d'un colon qui s'appelle Lucien Sall, qui a vraiment existé et dont parle dans cet ouvrage. Il prélevait des impôts considérables à l'époque, il malmenait les paysans, il abusait des femmes. Et puis, à un moment donné, il y a eu un gel des terres lors d'un hiver très rigoureux, une grande famine. Et les paysans se sont soulevés et sont allés dans les fermes et ont égorgé les colons dans leurs propriétés terriennes. Vraiment, voilà, ces émeutes sanglantes. Je vais vous lire le dernier paragraphe parce que ça vous permettra de comprendre aussi tout ce qui a nourri le roman. De Catherine, le mouvement gagna Tala 3 jours plus tard. Fous de misère, ivres de frustration, des milliers d'hommes battirent la campagne pendant plusieurs semaines, attaquant les fermes prospères des Français, incendiant les maisons, hurlant leur colère contre l'occupant et l'oppresseur. Les émeutes de Catherine et de Tala, dans les bourgades, atteignirent le paroxysme de la violence. Troupes renforcées à la hâte et mieux armés que ce peuple qui ne pouvait brandir que sa pauvreté, ouvrir des brèches sanglantes dans les rangs des Tunisiens. Et donc, ils ont été réprimés de sang et jugés lors d'un grand procès à Tunis qui a été en fait célèbre et qui a marqué les esprits et dont on parle encore aujourd'hui à l'école, et donc dont Habib Bourguiba parle ici. Et en lisant cet extrait, je découvre un personnage féminin remarquable qui s'appelle Myriam Hari. Je vous lis ce qui correspond à Myriam Hari. L'écho de ces journées sanglantes ayant atteint les canaux du pouvoir parisien, un journal, Le Temps, explique à Tunis la romance de Myriam Hari, chargée de rendre compte des audiences du tribunal. Myriam Hari, bouleversée, perçut instantanément le rapport direct entre l'affreux des opprimés et faméliques et leur révéla tout insensé de secours, misère et de liberté. Elle crie dans son journal pour la fin. Et donc, en découvrant cet événement majeur de l'histoire de la Tunisie, je comprends alors qu'il y a plusieurs fils qui se déroulent. Et je ne sais pas encore comment je vais écrire ce roman à ce stade-là. Je découvre tellement de matière historique, que ce soit relativement à Madagascar, à l'histoire de Rana Valona III ou à l'histoire de la Tunisie entre 1900 et 1910, que je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais je comprends surtout qu'en fait, ces événements-là, majeurs de l'histoire de mon pays, retiennent mon attention et qu'il faut aussi je me dis qu'à un moment ou à un autre, il fallait que j'écrive quelque chose dessus. C'était dans un coin de ma tête, surtout que mon premier roman, Noces de Jasmin, raconte quand même la révolution de Jasmin et le soulèvement d'un peuple. Donc pour moi, ça fait partie de mes motifs obsessionnels dans l'écriture. Et donc, à ce moment-là,
qu'est-ce que je décide? Donc vous voyez que c'est un vrai labyrinthe hein, quand on écrit un roman. Là, ce que je vous montre, c'est un peu les coulisses en fait de l'écriture. Je me dis que je vais lire tous les récits de Myriam Hari qui se déroulent en Tunisie. Parce que je découvre que Myriam Hari, en fait, c'est une journaliste et une écrivaine connue à cette époque-là, qui est tombée dans l'oubli depuis, qu'elle a grandi à Jérusalem d'un père ukrainien et d'une mère allemande, qu'elle est allée s'installer à Berlin à 15 ans, qu'elle a passé du temps en France notamment et qu'elle voulait à un moment donné être une grande écrivaine et écrire en français. Et elle est remarquée par Joris Carlius-Mans en littérature et elle est promise un grand avenir. On la met sur la liste du choix Goncourt et elle est écartée parce que c'est une femme. Et c'est comme ça que le prix Féminin va être créé. C'est Myriam Hari qui sera la première écrivaine lauréate du prix Féminin. Et là, ça retient mon attention. Donc je me dis, oh là, en plus, elle a vécu à Tunis entre 1904 et 1909-1910, elle est allée s'installer en tant que journaliste parce que c'était aussi une grande journaliste et elle voyageait un peu partout. Et d'ailleurs, j'ai découvert que des années plus tard, elle est venue aussi à Madagascar. Pas du tout à cette période, mais elle est venue à Madagascar. Et elle a écrit un roman d'ailleurs sur Madagascar. Et donc, je lis La conquête de Jérusalem, donc ce fameux roman pour lequel elle est éligible au prix Goncourt en 1904. Ensuite, je lis tous les récits de son séjour à Tunis, donc en tant que journaliste. Donc, je lis La Tunisie enchantée, Tunis la Blanche, et surtout, je découvre aussi un livre qui s'appelle Mon amie Lucie de la rue Mardrus, qui était une autre grande figure féministe de l'époque, une grande dramaturge de l'époque qui écrivait des tragédies et qui s'est installée à Tunis à un moment donné avec son époux qui était le traducteur des Mille et une nuits, Charles Mardrus. Et elles sont très amies, donc en lisant aussi des biographies sur Myriam Hari, je découvre cette amitié et donc je lis Mon amie Lucie de la rue Mardrus qui relate cette amitié à Tunis. Et c'est en ouvrant la première page de ce récit que j'ai eu la confirmation de la venue de Rana Valona III à Tunis. Et donc, première page du roman, donc vous comprenez que voilà, la longueur de tout ce que j'explique a un intérêt. Je lis, première page, Tunisie. C'est à Carthage que je la vis pour la première fois. Dans les ruines de l'amphithéâtre romain, face à la colline du Méloche punique, une troupe de la Comédie Française, Jeanne Delvert et Paul Mounet en tête, représentait sa prêtresse de Tanit. Je ne me souviens ni de la pièce, ni du décor. Je ne regardais que, sur la tribune, la brune reine Rana Valona III, condamnée à l'exil, eût-on dit, pour figurer l'ombre portée à un camélia blanc, illuminé de la flamme noire d'immenses yeux, qu'abritait un chapeau mousquetaire empanaché. Donc, j'ai à ce moment-là la confirmation, quand même, dans un récit, que Rana Valona III est bien venue à Tunis. Je me dis, je vais pouvoir écrire mon roman. J'ai un point de départ, donc j'ai bien fait de persister. L'écrivaine journaliste et Rana Valona III s'est donc bien rencontrée lors d'une gigantesque manifestation théâtrale qui a eu lieu dans l'amphithéâtre romain de Carthage. Donc à la suite de cela, ça c'est le petit texte de tout à l'heure. Oups. Donc à ce moment-là, je reviens un peu en arrière, 2 biographies de Myriam Hari pour aller un petit peu plus loin. Donc une orientale à Paris, voyage littéraire de Myriam Hari et Myriam Hari et l'Orient dévoilé sur les traces de Myriam Hari. Donc 2 biographies écrites par Cécile Chombard-Godin. Et c'est ainsi que j'ai donc eu accès, en lisant ces 2 biographies, à la date exacte de la rencontre de Myriam Hari. Et donc à l'archive, puisque j'ai écrit aux éditions des femmes, et ensuite j'ai eu des échanges avec la biographe, et donc j'ai eu accès à la date exacte de la rencontre de Myriam Hari à l'archive autour de sa présence à l'amphithéâtre romain de Carthage, et donc c'était 1907 et non 1909. Voilà, on a la date qui est écrite sur la carte postale, à la main. Donc, à ce moment-là, je me dis, très bien, 6 mai 1907, c'est écrit à la main. Donc, on voit ici l'amphithéâtre romain de Carthage. On voit la prêtresse de Tanit, qui est jouée, en fait, dans les ruines romaines. Et je décide alors de commencer à fouiller, cette fois-ci, dans la mémoire de mon pays, en me rendant aux archives nationales de Tunisie.
Et donc, il y avait bien quelques articles sur son séjour à Tunis. Alors, je ne vous dis pas, comme je pense, désespéré le monsieur qui me donnait les journaux, parce qu'en fait, à chaque fois, j'allais chercher j'avais le droit à chaque fois à peu près à trois exemplaires de journaux, donc je les feuilletais, je cherchais, donc il y a eu janvier, février, mars, avril. Et en avril, j'ai enfin eu les premiers articles, donc 3 articles notamment qui ont retenu mon attention. Notamment dans la Dépêche tunisienne. Et donc, j'ai trouvé des articles sur le grand spectacle de Lucie de la rue Mardrus, dont je vous parlais tout à l'heure, la grande dramaturge amie de Myriam Hari, à Carthage en mai 1907, et des articles sur le séjour de la reine Rana Valona III à Tunis, notamment l'hippodrome de Tunis, ce qui confirme donc l'article de Hatem Bourial, simplement, c'était pas tout à fait la bonne date. Et le court séjour de la reine donc, à Corbous, sans doute en raison de ces termes. Donc ça, c'est une hypothèse. Et donc, je vous montre. Donc, j'ai donc découvert à ce moment-là que Rana Valona avait été invitée, en fait, à la réhabilitation des ruines de l'amphithéâtre romain de Carthage, notamment parce qu'elle était connue en France, et que la Tunisie était une terre colonisée. Et donc, l'architecte qui a réhabilité les ruines romaines de Carthage, qui s'appelle Louis Carton, avait décidé d'en faire un événement vraiment majeur. Il fallait attirer énormément de monde. Donc, il y a énormément de publicité qui a été faite autour de ce grand spectacle de Lucie de la rue Mardrus, qui a écrit La prêtresse de Tanit spécialement pour cet événement d'envergure. Et la reine Rana Valona III était invitée, en fait. Et 10 000 personnes se sont rendues à cet événement-là d'envergure. Donc, je vous montre, là, c'est les articles, on va les passer, hein, c'est juste pour vous montrer, voilà, j'y suis allée, j'ai pris des photographies, et je m'en suis nourrie pour pouvoir, justement, écrire une partie du roman. Alors, par exemple, il y a un petit extrait que j'ai restitué ici. Au-dessous de cette tribune s'en trouve une autre que le comité avait fait aménager pour ses membres et qu'il a mise à la disposition de Sa Majesté Rana Valo, qui a fait dans l'amphithéâtre une entrée applaudie avec enthousiasme, suivie de la princesse, sa tante, de Madame Delpeux et de Miss Herbert. Voilà. Donc ça, c'est dans l'article que j'ai trouvé en 1907. Voilà l'article sur le séjour de la reine Rana Valo à Corbous, qui se situe à peu près à 2 heures de Tunis. Et l'article sur les champs de course de Ksar Saïd. Voilà, donc là je me dis, bon, mais ça reste quand même, voilà, j'ai quelques articles, mais c'est tout. Rien trouvé de plus. donc, je me dis que ces articles ne me permettaient pas réellement non plus, même si j'avais la preuve et qu'elle était venue et que j'avais un point de départ, que ce grand événement justement des ruines autour de la réhabilitation des ruines romaines de Carthage, mais je n'ai pas assez de détails sur ce que Rana Valona III avait vraiment pu vivre à Tunis à cette époque. Donc, je me suis dit que j'allais continuer mes investigations historiques pour essayer d'imaginer ce qu'elle avait pu vivre sur place et les rencontres qu'elle avait faites. Et donc, en lisant sur Myriam Hari, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et sur le bey de l'époque, c'est-à-dire Nasser Bey, qui était un des premiers nationalistes de la Tunisie, on l'a dit tout à l'heure, j'ai découvert à ce moment-là 2 souveraines orientales qui sont étonnantes. Lalla Bey Akmar, qui était la femme du bey, et son amie, la princesse Nazli, égyptienne, et elles ont fondé les premiers salons littéraires et politiques féminins de l'Orient. Donc pour moi, il était... Enfin, ça, c'est la romancière qui parle, encore une fois, hein, et non pas... Je ne suis pas historienne de formation, mais voilà. Donc je me dis que, dans mon imaginaire de romancière, il était impossible que la reine Rana Valona III ne les ait pas rencontrées, puisque c'était des amis de Rana Valona III qu'elle l'avait rencontrée et qu'elle était invitée dans un cadre aussi diplomatique. Donc forcément, à un moment donné, elle a rencontré des personnalités diplomatiques. Et donc, cette enquête s'est transformée en fiction, et c'est là que c'est devenu le roman de la reine Rana Valona III à Tunis. Et vraiment, je tiens à le préciser, ça reste un roman. Et donc, je décide de commencer à faire des recherches sur
ces femmes orientales. Mais ce qui m'interpelle à ce moment-là, et là à nouveau c'est la romancière qui parle, c'est ce roman-là, je ne sais pas si vous le connaissez, ça a été une source d'inspiration importante pour moi pour la construction de l'histoire. J'ai relu ce roman que j'aime beaucoup, Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants de Mathias Sénart, qui raconte le séjour de Michel-Ange, qui était invité par le sultan Bajazet II de Constantinople pour la construction du pont sur la Corne d'Or. Et donc Mathias Sénart, il apprend donc que Michel-Ange s'est rendu à Istanbul à un moment donné de sa vie pour construire pour un projet de construction. Sauf qu'il y avait de la même manière, il y avait très peu d'éléments, pratiquement pas d'archives. Et Mathias Sénart, n'ayant pas trouvé suffisamment justement de matière pour construire son roman, décide d'inventer ce qu'aurait pu vivre Michel-Ange à Istanbul, à cette période de l'histoire où très peu d'éléments existaient. Et d'ailleurs, il place à la fin de son roman un épilogue dans lequel il justifie donc sa démarche, puisqu'il défie les lacunes historiques, il confronte l'homme de la Renaissance au monde ottoman et il déploie le portrait de l'artiste au travail. Et donc je me suis inscrite dans une démarche un peu similaire. Voilà ce qu'il dit. Les lettres de Michel-Ange à son frère alors je vais pas le prononcer, mais Buonarrota ou à San Gallo cités ici sont authentiques. Je les ai traduits de son carteggio, donc il y a bien aussi des éléments authentiques. Les plans de Sainte-Sophie envoyés à San Gallo par Michel-Ange se trouvent à la Bibliothèque apostolique Vaticane, dans le Codex Barberini. L'esquisse du projet pour un pont pour la Corne d'Or a été récemment découverte dans les archives ottomanes, tout comme l'inventaire des possessions abandonnées dans sa chambre. Pour le reste, on n'en sait rien. Voilà. Et je me suis donc dit que j'allais poursuivre sur cette quête d'écriture sous le prisme de la fiction. Et donc je me dis, Rana Valona III a bel et bien été invitée par Louis Carton. C'est un architecte français à Tunis. Elle est invitée à la représentation en l'honneur de la réhabilitation des ruines de l'amphithéâtre romain de Carthage pour la prêtresse de Tanit, de Lucie de la Rumardrus en 1907. Elle rencontre bien la grande romancière Myriam Marie, ce qui est avéré par, donc on l'a vu tout à l'heure, le récit de l'écrivaine elle-même. Les personnages féminins historiques, Lalla Beyrmad, la princesse Nazli, etc., ont bien été présents à Tunis à ce moment-là. Cependant, on ne sait pas si Rana Valona a vraiment rencontré les souveraines de Tunis, et c'est là que la fiction a opéré. C'est à ce moment-là que j'ai imaginé ce qu'elles auraient pu vivre si elles s'étaient réellement rencontrées. Donc j'ai également pris quelques autres libertés parfois dans le traitement de l'histoire, en plaçant certains faits à un certain moment, ou en donnant, en fait, j'insiste dessus, de la densité romanesque au journal de la Reine. Et donc voilà, donc je m'intéresse à ces trois personnages et je décide de raconter la rencontre entre Rana Valona III et ses souveraines. Et je me dis alors, mais qui sont-elles, ces femmes? Lalla Beyrmad, la princesse Nazli, elles fondent quand même les premiers salons littéraires féminins. Donc je vais commencer par ce personnage-là, parce que vous verrez que ça a son importance aussi. Lalla Beyrmad, c'est une odalisque circassienne, c'est-à-dire une esclave qui venait donc du Caucase, blanche, qui a été offerte par le sultan de Constantinople au bey de Tunis, comme transaction financière, donc à l'âge de 14 ans. Elle est arrivée en terre étrangère très jeune, donc adolescente, et elle a fait partie du harem de Sadok Bey, qui est un homme âgé à ce moment-là. Et à sa mort, donc comme il est âgé, il meurt peu de temps après, à sa mort, elle épouse le frère. C'est comme ça que ça se passait. Donc elle a épousé son frère, Ali Bey. Et là, donc c'était aussi un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Elle avait quand même qu'une vingtaine d'années, et lui pratiquement 65-70 ans. Et on apprend, il y a plusieurs récits qui disent qu'elle a subi à ce moment-là vraiment un mariage forcé et une union charnelle forcée. Et au décès de ce dernier, puisqu'il meurt, donc elle épouse un troisième homme, elle contracte enfin un mariage d'amour, puisque c'est le neveu qui prend donc qui règne à ce moment-là, le neveu de Sadok et de Sadok Bey et de son frère Ali Bey. Donc Nasser Bey, dont j'ai parlé tout à l'heure, premier nationaliste tunisien, qui a fondé les prémices un peu de l'indépendance en Tunisie, et avait le même âge qu'elle à ce moment-là. Ils étaient amoureux depuis longtemps, un peu secrètement, et donc il l'épouse. Et
Il lui fait construire un palais à Tunis, à la Marsa, qui s'appelle le fameux, enfin c'est un palais très célèbre en Tunisie qui s'appelle Qsar al-Saada. C'est à la Marsa et aujourd'hui c'est une municipalité dans laquelle les jeunes se marient. Donc je me dis, bon, c'est quand même une belle histoire. Donc en lisant sur ce personnage féminin, je découvre à cette fois-ci la princesse Nazli, puisqu'elles étaient amies. Elles ont fondé ensemble les premiers salons littéraires féminins. Alors, qui est la princesse Nazli? Dans sa jeunesse, elle bénéficiait d'une éducation élitiste et exigeante à Constantinople. Elle a un père qui est très érudit aussi dans l'Empire ottoman, qui a une certaine place sociale et qui lui offre une éducation progressiste. Elle parle alors 7 langues, dont le japonais, elle joue du piano, elle lit, elle est de confession musulmane, mais elle étudie dans une école chrétienne. Et son père était assez ouvert. Mais malgré cette éducation progressiste, il décide de la forcer à épouser un homme qu'elle n'aimait pas à l'époque. Donc c'était un mariage arrangé. Et elle épouse le grand Khalil Pacha. Et Khalil Pacha, qui est-il? Eh bien, c'était un homme politique qui est devenu un grand ambassadeur à Paris. Et elle l'a suivi au moment du mariage dans la capitale française. Alors, Khalil Pacha, pour la petite anecdote, fréquentait les grands peintres de l'époque, Ingres et Courbet, et c'est lui qui a fait la commande du fameux tableau L'origine du monde, en fait. C'est lui qui l'a commandé. Donc vous voyez, franchement, j'ai découvert quand même beaucoup de choses intéressantes en décidant d'écrire ce roman sur le séjour de Rana Valona III à Tunis. Et donc, il fréquentait les peintres, elle fréquentait aussi les grandes personnalités politiques et littéraires de l'époque à Paris. Elle a fréquenté notamment les salons littéraires d'Anatole France, les salons littéraires de Cavaillé, et puis, une fois que son époux décède, elle retourne vivre au Caire, et elle décide de fonder déjà des salons de discussion politique au Caire. Et donc pendant 10 ans, donc, elle est veuve et elle œuvre politiquement en menant une réflexion sur en fait l'indépendance des peuples, la liberté d'un peuple à disposer de soi en fait. Et donc elle va effectuer de nombreux voyages en France. Et en France, elle va rencontrer dans des congrès d'Afrique du Nord plusieurs personnalités politiques, surtout des hommes, et elle va rencontrer notamment le grand cheikh de la mosquée Az-Zitouna, qui est une grande école de théologie musulmane en Tunisie. Et en rencontrant ce grand cheikh, elle rencontre aussi son fils, qui s'appelle Khalil Bouhajeb, et qui était politicien, et on y revient, membre de l'association La Khaldounia. Donc vous voyez, tout s'enroule au bout d'un moment, donc cette fameuse association démocratique. Et donc, il a 10 ans de moins qu'elle, et il se marie, ce qui est quand même assez rare pour l'époque. Et elle va s'installer à Tunis avec Khalil Bouhajeb. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer Nasser Bey, qui était amie avec Khalil Bouhajeb, et de fait, elle rencontre Lalla Bey Ahmar, et qu'ensemble, elles vont fonder la première école pour filles. Ça, c'est très important de le savoir. Et elle commence à organiser ces salons où on discute de la place de la femme, de la lecture de l'islam, de toutes ces questions. Et la princesse Nazli, c'était aussi une grande amie de Myriam Marie. Donc je me dis que forcément, tout finit par se recouper. Comment je le découvre? Eh bien sûr, je continue à lire. J'ai beaucoup lu pour écrire ce livre. Donc je lis la biographie de la princesse Nazli Fadl. Alors ça s'appelle La princesse Nazli Fadl en Tunisie de Nazli Hafseya. Je lis les livres sur Lalla Ahmar, donc Lalla Ahmar de Nizar Ben Saad. Et je lis Lalla El Bey Ahmar, parcours prodigieux d'une souveraine méconnue, de Maher Kamoun. Et enfin, le très beau roman de Faisal Bey qui est paru aux éditions Elisade et qui s'appelle La dernière odalisque. Et donc, en découvrant cette amitié entre la princesse Nazli et Myriam Marie, je continue à creuser le personnage de Myriam Marie, comme je vous l'ai dit, qui est une personnalité incroyable et très indépendante. Vous voyez, là c'est un article de journal qui est sorti notamment sur le Goncourt. Et donc je termine sur ces blancs de l'histoire. Donc je me suis dit que Rana Valona III les avait en réalité sans doute rencontrés et que c'était intéressant
peut-être de voir comment les rencontres féminines transforment chaque femme. En fait, c'était aussi dans un roman, on réfléchit aussi quand même à une évolution. Il faut faire évoluer les personnages d'un point A à un point B. En fait, c'est le propre d'un roman. Et donc, je me dis que ces rencontres permettent à ces femmes de se construire des citadelles de pensée et de retrouver une grandeur, en fait, par cette amitié. Et notamment, ce qui m'intéresse surtout par rapport à Myriam Ari, ça c'était très important pour moi, c'était que comme c'est elle qui a couvert le grand procès de Tunis au moment des révoltes de Tala et Kasserine, je me dis que forcément, ça peut être intéressant de le placer dans le roman et que Rana Valona III soit présente en fait quand ces révoltes ont lieu en Tunisie. Et surtout que Myriam Ari avait été très critiquée par la France, notamment parce qu'elle était donc française, on l'appelait l'orientale française, et parce qu'elle a grandi à Jérusalem. Et donc elle a pris le parti de défendre les opprimés, ce qui a été salué par Habib Bourguiba, on l'a vu tout à l'heure, mais qui a été fortement critiqué à l'époque par la France coloniale. Donc, à ce moment-là, je me dis que c'est intéressant aussi que des mots soient posés sur la violence des peuples de l'époque, le cycle répétitif de la grande histoire, dans un pays en plein soubresaut, la Tunisie, mais qui peut faire aussi écho à ce que la reine a vécu à Madagascar. Donc, vous voyez, après, justement, j'établis des liens et des allers-retours entre son histoire et ce qu'elle vit à Tunis. Et je me dis aussi que l'éloge de ces salons littéraires, c'est aussi un contrepoint à cette violence. Et que finalement, ces lectures, cette écriture, la recherche provoquent ce qui pour moi est très important dans la littérature, c'est-à-dire l'inattendu. Donc, je continue. Je décide aussi à ce moment-là d'ajouter une épaisseur romanesque au livre en m'intéressant au personnage de Marius Cazeneuve. En fait, je suis tombée sur ce personnage tout simplement en faisant mes recherches sur Rana Valona III et j'ai découvert que donc ce personnage était venu à la cour. Et je décide alors de lire son roman À la cour de Madagascar. Et c'est à partir de là que je décide de l'insérer dans mon roman pour pouvoir aussi en fait en faire un personnage, et je dis bien un personnage, avec une histoire et des retrouvailles qui existent du coup entre Marius et la reine et sa décision à elle de ne pas en fait céder à une histoire d'amour avec lui à Tunis. Donc ce roman que j'ai lu à la cour de Madagascar, je le mets là, donc je l'ai lu, il date de 1896, c'est un roman dans lequel Marius Cazeneuve raconte son séjour à la cour. Donc ça s'appelle plus précisément À la cour de Madagascar, Magie et diplomatie de Marius Cazeneuve. Je décide alors donc de le lire et de compléter ma lecture par d'autres ouvrages, notamment Le Commandeur de Pierre Benoît, Le magicien était un aventurier, Commandeur Cazeneuve de Jean-Luc Doucet et Aventurier extraordinaire du Sud d'Hubert de Lobette. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est qu'en lisant sur ce personnage historique, j'ai découvert qu'il avait été à Tunis. Donc là, je me dis, bon, au début, j'ai hésité. Je me dis, est-ce que je le mets pas. Bon, il a été à Tunis, donc c'est intéressant de le traiter. Et donc, encore une fois, c'est une fiction. J'apprends qu'il a fait une tournée de magie mondiale, qu'il y allait un peu partout, et notamment à Tunis, et qu'à Tunis, il a été décoré d'une médaille par le bey. Et cette médaille, on l'appelle Nishan Iftikhar. Et il a transformé en fait un homme considéré comme un traître en grenouille, parce que c'est un magicien. Et donc c'est ce qui est écrit en fait dans un de ses livres. Donc je commence à faire des recherches et en effet il a vraiment été à Tunis. Donc je décide de l'insérer à Tunis. D'ailleurs, je découvre ensuite qu'il était il était arrivé donc à Madagascar en tant que diplomate, notamment pour essayer d'attirer plutôt les faveurs de la cour vers la France plutôt que l'Angleterre. Donc c'était un manipulateur. Ça, je le dis dans mon roman. Qu'il était aussi là en tant que médecin, magicien, mais qu'il était aussi peintre. Et j'ai découvert donc qu'il y avait toutes ces peintures étaient exposées en fait aux Beaux-Arts à Toulouse. Voilà, donc ces différents tableaux. Je les fais défiler.
Donc là, on imagine que c'est Cazeneuve dessus, je pense. Voilà, donc, et je découvre aussi, alors ça aussi, hein, sa villa existe toujours à Toulouse, qu'elle s'appelle la Villa Gabès. Gabès, c'est une ville de Tunisie. Hein. Donc je trouve ça assez, ça m'a un peu surprise. Et donc je regarde si cette villa se visite. Et en fait, aujourd'hui, c'est une maison qui se loue sur Airbnb. Voilà, pour la petite anecdote. Je n'ai pas essayé d'aller y écrire mon livre, hein, je vous rassure, mais voilà, j'ai... Et puis, donc, on en arrive au dernier point, c'est-à-dire, voilà, comment je décide, finalement, à partir de tous ces matériaux qui sont quand même assez denses, que j'ai lus pendant 1 an et demi, hein, sans rien écrire. Alors, si, j'avais des carnets où je faisais des frises chronologiques, j'essayais de recouper les informations, j'ai plein de carnets, j'ai pas pensé à les apporter, mais j'ai plein de carnets avec des frises chronologiques et plein de prises de notes. Et sans trop savoir comment je vais faire, mais bon, ce qui est intéressant, c'est que quand on écrit, on est aussi accompagné par un éditeur, donc ça aide. Et au début, donc d'ailleurs, j'essaie plein de voix narratives différentes, j'écris à la 3e personne, mais c'est finalement mes éditeurs qui me mettent un peu sur la voie d'une écriture à la 1re personne. Et donc, je prends la décision donc de donner la voix à la reine Ranavalona III pour raconter son histoire, et notamment son exil forcé. Et comme source d'inspiration, j'ai un deuxième roman qui est à mon chevet et qui me sert de boussole. C'est Mémoires d'Adrien, qui est un de mes romans préférés. Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui relate la vie en fait du grand empereur romain Adrien à la 1re personne. Et donc, Marguerite Yourcenar lui prête sa voix. Il écrit en fait à son neveu, si je me rappelle bien, et il lui raconte en fait son histoire. Et il dit à un moment donné, et ça j'aime beaucoup cette phrase, c'est un de mes passages préférés, et qui m'a aussi en fait servi de boussole pour écrire ce livre. Comme tout le monde, je n'ai à mon service que 3 moyens d'évaluer l'existence humaine: l'étude de soi, la plus difficile et la plus dangereuse, mais aussi la plus féconde des méthodes, l'observation des hommes qui s'arrangent le plus souvent pour nous cacher leurs secrets ou pour nous faire croire qu'ils en ont, les livres, avec les erreurs particulières de perspective qui naissent entre les lignes. Et donc dans ce roman, Marguerite Yourcenar joue de la liberté de la fiction dans ce qu'elle appelle le mentir vrai. J'aime bien cette expression en tant que d'écrivaine romancière. Donc c'est le mentir vrai qui tente l'écriture. Et elle en justifie en fait sa démarche dans un carnet de notes qui est là, qui est à la fin du roman, et dans lequel elle dit plusieurs phrases qui me touchent quand je le lis. C'est un roman que j'ai lu il y a une dizaine d'années, qui m'a habité longtemps. Refaire du dedans ce que les archéologues du 19e siècle ont fait du dehors. Elle dit aussi: ceux qui mettent le roman historique dans une catégorie à part oublient que le romancier ne fait jamais qu'interpréter, à l'aide de procédés de son temps, un certain nombre de faits passés, de souvenirs conscients ou non, issus de la même matière que l'histoire. Et enfin, quoi qu'on fasse, on reconstruit toujours le monument à sa manière, mais c'est déjà beaucoup de n'employer que des pierres authentiques. Donc je me dis, eh bien, moi je vais être dans ce mentir vrai, j'ai des pierres authentiques, et je vais construire un monument à ma manière. Et donc, quand même, je décide d'aller donc chercher ces pierres authentiques. Et ces pierres authentiques, je vais les trouver notamment. Alors, il y a les livres que j'ai lus, qui parfois sont un peu romancés. Donc, je décide d'aller, en fait, aux archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence, pour essayer de trouver, en fait, des informations plus précises sur son exil. Donc, j'ai passé plusieurs jours dans les archives. Et beaucoup d'éléments de ces archives m'ont touchée, en fait, hein, et qui m'ont permis, en tout cas, de me situer dans une démarche qui s'appuie sur des documents, mais qui aussi me permettait d'entrer en empathie. Et ça, c'était important pour moi. Et donc, je trouve donc, des lettres de la reine Ranavalona III à Gallieni, et une lettre notamment de Gallieni, des documents sur le royaume de Madagascar et l'exil de la reine, et des photographies de la reine à Alger et à Paris. Et donc je prends plein de photos, aussi aux archives, je les trie, je passe du temps à les lire. J'avais un classeur énorme comme ça à un moment donné parce que j'ai tout imprimé, donc c'était aussi tout un travail d'investigation.
Et donc voilà, en fait, là, je vous l'ai fait défiler, mais juste pour vous montrer, donc ça, c'est des photographies que j'ai prises des lettres. Donc une lettre de Ranavalona III au général Gallieni. Saint-Denis le 24 mars 1897. Une réponse du général Gallieni, 27 février 1897, signé Gallieni. Là, c'est une lettre à Alger, à la villa du Bois de Boulogne, le 29 janvier 1902. Voilà, signé Ranavalona. Et Alger, donc le 14 mai 1902. Encore signé Ranavalona. Donc je les prends en photo, je les lis, je les retape aussi pour garder une trace que je peux réutiliser dans mon livre. Et cette lettre, notamment, alors il y a la lettre de Gallieni ici, qui ordonne à la reine de quitter Madagascar. Donc il exile dans un premier temps à La Réunion, puis plus loin à Alger. Voilà, une lettre que j'ai retapée. Voilà, il lui dit à un moment donné, je vous invite en conséquence à résigner vos fonctions. Vous voyez ? Donc voilà, ça, c'est des lettres qui m'ont beaucoup touchée. Une autre lettre, cette fois une lettre de Ranavalona III, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, une photographie. Je crois que c'est la lettre qui m'a le plus touchée, en fait, de ces lettres. Je vous propose qu'on la lise parce qu'elle est vraiment, je trouve, assez poignante. Donc Ranavalona III au général Gallieni. Monsieur le général, je vous écris de Tamatave au sujet de mon voyage de Tananarive à Tamatave. À présent, je suis contente de vous raconter mon voyage de Tamatave à Saint-Denis. Très bonne a été faite la réception faite par le commandant Ledos, chef de la 10e navale de l'océan Indien, et ses officiers sur le bateau La Pérouse. Ils nous ont bien traités, moi et ma suite, comme leurs enfants. Le bateau a pris la direction du nord, vers Sainte-Marie, pour chercher Ramasinjazana, pour venir avec nous, et nous avons été contentes de nous revoir en bonne santé et de faire le voyage ensemble. Nous avons été pleinement satisfaites de la sollicitude du général Ledos sur le bateau jusqu'à La Réunion. À mon arrivée à La Réunion, je fus bien reçue de nouveau. Le gouverneur de La Réunion et Madame Beauchamp m'ont très bien reçue. Aussi, j'en suis contente et vous remercie infiniment, monsieur, car la bonté de vous, représentants de la France, et celle des officiers en sont la cause. Je vous fais savoir en outre, monsieur, que monsieur Durand nous a très bien traités depuis notre départ jusqu'à Saint-Denis. Tous ces actes nous ont pleinement satisfaites. J'ai le regret de vous annoncer la perte de ma nièce Razafinanjamanicha, je ne sais pas si je prononce bien, décédée le 21 mars, une semaine après ses couches, mais j'ai été tout à fait consolée par la bonté et l'affection témoignée par le gouverneur, le commandant Ledos, et les officiers qui ont assisté à l'enterrement avec grand nombre d'autres personnes, ainsi que les actes de monsieur Durand. J'ai l'honneur de vous assurer de nouveau que je suis une servante obéissant avec joie à tous les ordres et volontés de la France. Je vous visite et vous souhaite bonne santé. Recevez, monsieur le général, mon haut respect. Votre servante, signée Ranavalona III, Saint-Denis, le 24 mars 1897. C'est une lettre que j'ai trouvée vraiment très dure à lire parce qu'elle m'a fait aussi réfléchir sur ce que c'était que l'humiliation coloniale, en fait, et les mots qu'on emploie malgré soi, en fait. Et donc, j'apprends aussi qu'après, d'autres lettres ont suivi et qu'ils ont beaucoup échangé jusqu'à leur mort. 1916 pour le général Gallieni, 1917 pour Ranavalona III. Ils ont échangé jusqu'au bout. Et il paraîtrait que le général Gallieni, même, ça je l'ai lu quelque part, gardait aussi toutes les coupures de presse qui paraissaient sur Ranavalona III et surveillait en fait aussi de loin en fait ce qui pouvait, les agissements de la reine en fait. Et ça c'était aussi assez poignant. Et donc, en lisant ces lettres, c'est vrai que j'ai eu envie de laisser entendre, alors je sais que ça peut paraître audacieux, mais j'ai eu envie de laisser entendre sa voix. Et donc, j'ai... donc voilà les lettres. Les différentes lettres que j'ai retapées. Et donc, je décide de continuer en fait à réfléchir en fait à la voie romanesque à adopter. Donc, à ce moment-là, je n'écris pas encore quand je suis sur dans ces investigations. Et toujours aux archives,
Je retrouve donc des photographies de son exil, donc des images de son départ. Je vais vous les montrer. Donc il y a celle-ci. Alors là, c'est d'abord la porte du palais de la reine. Donc ça, je l'ai trouvé dans les archives. Ensuite, donc là, c'était une carte d'invitation de la reine Ranavalona à Monsieur Durand quand elle était encore reine, à Madagascar avant d'être exilée. Ensuite, là, on a l'entrée du général Gallieni à Tananarive, une photographie aussi que j'ai trouvée aux archives. Il y avait aussi des tableaux que j'ai pris en photo, d'autres photographies, hein, le voyage en Filanzane. Elle était accompagnée d'Alfred Durand pendant tout son exil, tout son voyage de Tananarive à Tamatave, et puis ensuite de Tamatave à La Réunion. L'embarquement de la reine sur le La Pérouse. Voilà une photographie que j'ai trouvée aussi dans les archives. Jusqu'au menu, en fait, au bord du La Pérouse. Voilà. Et puis ensuite, on arrive à Alger. Donc après m'être documenté justement sur son exil, je trouve quelques photographies de Ranavalona à Alger avec sa petite nièce Marie-Louise. Là, c'est une du Petit Journal en 1899. On la voit avec je ne sais pas si c'est sa sœur ou sa tante, mais en tout cas, on voit la petite Marie-Louise. Et enfin, on arrive ensuite à toutes les coupures de presse qui ont existé aussi sur ses nombreux voyages en France, puisqu'elle allait en fait régulièrement en France. Elle a fait 9 voyages entre 1899 et 1917. Donc 9 au total. Et elle était attendue sur les quais de Marseille, sur les quais de Paris. Elle faisait la une des journaux. Elle était invitée dans les hauts lieux, l'Opéra de Paris, l'Élysée, le Sénat, les grandes manifestations. Elle se rendait régulièrement en province. Donc elle figure également, bon, ça je pense que voilà, là je montre d'abord les petites coupures de presse. Donc c'est la une de la reine Ranavalona à Paris. Alors, voilà. Donc du Petit Journal du 9 juin 1901. Là on la voit à l'hôtellerie de Guillaume Conquérant. Là c'est un de ses voyages dans le Cantal avec sa petite nièce Marie-Louise. Et puis voilà l'image aussi, la représentant sur les boîtes de biscuits lus. Et puis cette photographie, cette une aussi d'un journal qui m'a aussi beaucoup marquée parce que c'est une image de l'exposition coloniale. Elle a été invitée à l'exposition coloniale et on y voit un de ses anciens musiciens de la cour au pavillon Madagascar. Et donc je relate tous ces épisodes-là dans mon roman. En fait, je décide de m'emparer aussi de tous ces épisodes, en fait, de les insérer dans le roman. Et donc c'est un roman qui est une forme de chronologie un peu qui est enroulée sur elle-même, où le séjour à Tunis fait renaître des souvenirs. Et elle fait en fait des allers-retours entre ce qu'elle vit à Tunis, qu'elle observe politiquement. Ce qui se passe en fait finalement dans l'oppression qui existe en fait, c'est aussi un roman sur l'oppression coloniale, sur l'oppression qui existe dans les colonies françaises. Donc voilà pour ces différentes archives qui me permettent en fait aussi de raconter en fait l'ensemble de son exil en fait, de son royaume, de son règne à Madagascar jusqu'à son exil à Alger. Donc je vais terminer sur juste quelques extraits. Donc ça c'est le tout premier extrait du livre, où je décide de fait, j'ai longtemps cherché, ça a été la dernière version, j'ai écrit plein de versions différentes, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit à la 3e personne, j'ai essayé, j'ai alterné, ça a été compliqué à écrire aussi, et c'est la directrice générale de l'ATES, donc Véronique Hardy, qui en lisant une des avant-dernières versions,
me dit pratiquement 4 mois avant la sortie du livre, non, c'est pas la bonne entrée, on n'est pas touché quand c'est écrit à troisième personne ou quand c'est des alternances de points de vue, il faut que tu repasses tout à la première personne. Donc ça a été un travail considérable en quelques semaines. Donc c'était il y a pile un an, hein. Je m'en souviens très bien de cette période. J'ai pas dormi de la nuit, pas dormi pendant plusieurs nuits pour réussir à tenir les délais. Et donc, et voilà ce que j'écris. Donc premier paragraphe. À l'orée de ma mort, donc 23 mai 1917. À l'orée de ma mort, l'écriture m'apparaît comme l'ultime moment d'ascèse, celui de l'évocation des visages lointains et des décors enfuis du voyage qui marqua le plus mon existence, celui que je fis à Tunis au printemps 1907. Dans le chagrin du paysage malgache, l'agressivité, la violence, la perte de la foi, l'incertitude, la peur, le désespoir, la souffrance envahissaient un monde de silence, à l'image de ma terre intérieure, dévalant une pente où l'aube se dérobe. Dans la découverte de la beauté de ce monde en sursis, à Tunis, mon histoire me paraissait un songe fait de prémonitions, de réminiscences, d'images en gravitation légère. Nous ne rêvons jamais tant que dans nos périodes de désir ou de douleur qui ne sont que des désirs blessés. Donc là, je m'inscris vraiment dans une démarche qui est un peu similaire à Mémoire d'Adrien. Et dans la manière de raconter, en fait, ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'écriture de l'urgence, puisque c'est un journal qui est tenu à l'orée de la mort. Mais un petit peu comme Adrien dans Mémoire d'Adrien, hein, c'est un peu, il y a quand même un parallèle. Les jours lui sont comptés et il faut qu'elle raconte très vite, un peu dans une course contre le soleil, son séjour à Tunis en 1907, mais aussi sa jeunesse, son intronisation, la guerre de 1895 que je raconte aussi dans mon roman, sa chute, son exil, son voyage, ses séjours en France. Et puis à la fin, puisque c'est daté de 1917, la Grande Guerre aussi mondiale de 1914, enfin voilà. Et donc c'est une écriture qui est à mi-chemin entre le document et la fiction, avec une tournure romanesque. On m'a parfois dit, ça c'est de l'extérieur, des touches poétiques. Certains l'ont rapproché d'une tragédie shakespearienne, parce qu'on sait déjà que tout est scellé d'avance dès les premières lignes, et que l'on assiste déjà à un destin, en fait, dans les premières lignes, on sait en fait que voilà, c'est un livre, c'est un journal qui est tenu juste avant de mourir. Mais je crois que, en fait, au-delà en fait de cette dimension tragique, hein, de l'urgence, moi, c'est vraiment la vie que je voulais célébrer, en fait, aussi dans ce roman, c'est-à-dire le souffle poétique, le souffle artistique, littéraire. Le souffle de pensée que vit la reine Ranavalona III aussi dans Une reine sans royaume. Et comme c'est une fiction aussi que j'écris, à un moment donné, je décide aussi de faire en sorte que ces femmes en fait, échangent aussi sur des lectures, par exemple. Voici un passage. Ces livres associaient chacun à une terre, entraient en lien les uns avec les autres. Les lignes et les lettres étaient à l'image des entrelacements de feuilles, de lianes et de racines de baobab ou de ficus géants. Une exploration dans un univers immense où l'on pouvait vivre tant de destinées et en ce sens goûter au plaisir de réinventer la sienne. Chaque lecture en avait fait poindre une autre, comme chaque voyage avait fait pousser en moi l'irrémédiable désir d'aller au-delà des horizons. L'enracinement de ces points faisait naître le souffle de l'écriture et me consolait de l'errance. Des œuvres plus grandes que nous, qui agrandissent nos vies. L'exercice de la pensée, les contemplations, la recherche intérieure font partie du plaisir ineffable du texte que je compose aujourd'hui dans cette course avec le soleil. L'écriture de ces derniers mots pourrait apparaître comme un accident de la vie solitaire qui échappe aux préoccupations du monde. Elle est en réalité l'ultime chance de mettre en perspective ce journal, travail de vers à soi, où se déploie le champ des abstractions humaines, les images surgies au gré du récit, les voix terribles et confuses de l'inspiration, la clairvoyance mystérieuse du secret de l'épaisseur d'une vie. Et voilà, donc ça permet en fait elle s'exprime à la première personne et elle devient presque autrice en fait quelque part. Et je décide aussi de porter dans ce roman un regard sur la grande histoire et notamment, comme je le disais tout à l'heure, sur celle de l'oppression d'un bout à l'autre du continent africain, puisqu'elle dit à la fin du roman, alors que les émeutes de Tala et Kasserine viennent d'avoir lieu en Tunisie, ne sachant quelle attitude adopter, je restais en retrait observatrice. J'avais autrefois été une reine guerrière, menant les rebelles Menalamba à se révolter contre l'ennemi français au temps où Gallieni avait occupé mon pays.
Ma propre aïeule, Ranavalona Ier, n'avait laissé aucun blanc s'emparer de nos terres, repoussant les missionnaires, tuant sans pitié les hommes qu'elle soupçonnait de trahison. Au fond, notre allié est sans doute le peuple qui seul peut renverser la barbarie. Cette imprévisibilité qui nous déroute à tant dans ces émeutes de Tala et Kasserine constitue peut-être une arme et un chemin vers le changement. Un jour, la souffrance endurée dans le silence s'accroît et finit par exploser. Il ne faut jamais mépriser la grandeur d'une nation, jamais oublier que les hommes ne sont ni infaillibles, ni interchangeables, et que chacun, dans ce grand tout de l'humanité, cherche à survivre au drame universel de l'oppression. Donc le roman part donc de cette voix intérieure, singulière, qui enroule constamment la chronologie autour des souvenirs, mais aussi de la brutalité de l'exil et de la grande histoire. Et donc pour conclure, l'écriture de ce roman qui a duré 3 ans, donc avancé, vous l'avez vu, au rythme de différentes découvertes, et des choix de fiction opérés de fil en aiguille. C'est un roman tout en frôlement historique qui s'empare d'un fait exact pour déployer les mystères d'un voyage. C'est aussi une réflexion sur le voyage vers l'autre rive, et à travers la chronique de ces quelques semaines oubliées de l'histoire, le lecteur donc peut voir poindre l'esquisse d'une géographie politique de l'époque. Le traitement de l'histoire dans un roman, donc, avec les libertés que cela peut induire, a ainsi pour dessein d'inscrire cette voie dans la lignée d'un féminisme naissant aussi, dans le drame de l'oppression de l'époque. Et dans mon projet, c'est aussi l'histoire du continent africain, la restitution de la mémoire, aujourd'hui dans une ère parfois un peu fragile, qui m'importait. Et donc je voudrais conclure sur cette phrase qui est extraite de l'épilogue que j'ai mis à la fin d'Une reine sans royaume, où il est écrit, donc là c'est écrit à la 3e personne, « L'histoire est témoin des époques, la fiction est lumière de la vérité, ce sont nos paupières qui séparent ces deux mondes, et on ne sait lequel est dedans et lequel est dehors. » Et au-delà donc de la dimension historique ou du désir pressant de créer une étoffe en fait romanesque et aventurière à cette reine, il y avait sans doute aussi dans ma démarche une part personnelle, bien sûr, comme tout romancier, toute romancière, partant du principe, comme Roland Barthes, que l'existence historique se fonde dans les histoires singulières. Barthes dit « Il n'existe pas de peuple sans récit », et Aimé Césaire dira également « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Voilà, je vous remercie.